Connor et Sheila Dwyer, la disparition soudaine d'un couple marié du comté de Cork en 1991 a déconcerté à la fois les détectives amateurs et les autorités locales. La disparition bizarre a eu lieu il y a presque 30 ans, mais il n'y a toujours pas de réponse dans cette affaire extrêmement froide. Connor et Sheila Dwyer vivaient et travaillaient à Fermoy, comté de Cork, en 1991. Connor, 63 ans, avait précédemment travaillé comme plombier et homme à tout faire, mais avait récemment commencé à travailler comme chauffeur pour un riche homme d'affaires allemand nommé Fritz Wolf, qui passait ses vacances dans un village voisin. Selon les rapports, Connor s'amusait beaucoup dans cette occupation car elle lui permettait de conduire les voitures de luxe dont il rêvait depuis qu'il était enfant. Leur quartier n'était pas le plus riche, ce qui signifie que les voisins ne manquaient pas de remarquer la brillante Rolls-Royce qui se trouvait parfois devant leur maison. Ce n'était pas discret et cela ressortait comme un pouce endolori. Connor s'épanouissait dans sa nouvelle carrière tandis que 61 ans était femme au foyer. Les 2 enfants adultes du couple avaient quitté le nid pour s'installer en Angleterre. Mais Sheila s'occupait toute la journée en cuisinant, en faisant des courses et en accomplissant d'autres tâches ménagères. Les amis et les voisins ont noté qu'elle était toujours bien habillée et qu'elle faisait constamment des efforts pour son apparence. La vie du couple paraissait normale. Quand ils ont soudainement arrêté de répondre à leur téléphone et ont disparu un jour de leur maison sans laisser de traces. Connor et Sheila ont été vus pour la dernière fois en train d'assister à des funérailles à l'église Saint-Patrick à Fermoy le 30 avril 1991. L'église était à seulement 100 mètres de la maison du couple à Chapel Hill et ils sont rentrés en toute sécurité. Ce soir-là, Sheila a parlé avec l'une de ses sœurs au téléphone. On ne sait pas exactement quand les Dwyer sont disparus. La dernière fois que quelqu'un a parlé au couple, c'était le 1er mai, quand encore une fois, l'une des sœurs de Sheila lui a parlé au téléphone, mais les appels suivants à la résidence sont restés sans réponse. Il y a des rapports contradictoires sur le moment où le couple a été signalé disparu. Certaines sources disent le 19 mai, tandis que d'autres disent le 22 mai. Dans tous les cas, il est clair qu'il y a un écart d'environ 3 semaines pendant lesquelles les mouvements du couple ne sont pas comptabilisés. Il est étrange que ni les amis, la famille ou les voisins n'aient signalé la disparition du couple durant cette période. Un des enfants des Dwyer, également nommé Connor, a déclaré avoir parlé à ses parents pour la dernière fois le jour de la Saint-Patrick, le 17 mars. Il a signalé que rien ne semblait anormal chez le couple. Les Dwyer ont finalement été signalés disparus lorsque l'une des sœurs de Sheila s'est rendue à la maison après avoir échoué à contacter l'un ou l'autre membre du couple. Elle a été accueillie par une maison silencieuse et vide, et elle a alerté les autorités locales. Lorsque la garde est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement commencé à enquêter. Rien ne semblait déplacé et rien ne manquait. Il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction. Les effets personnels du couple, dont les vêtements et les passeports, ont été retrouvés dans la maison. Une boîte à biscuits conservée dans la maison contenait encore environ 2500 €. La seule chose que le gardien n'a pas pu localiser, c'était le couple lui-même et leur voiture, une Toyota blanche. Avec la plaque d'immatriculation 5797ZT. Dans les années qui ont suivi leur disparition, aucune trace des Dwyers n'a jamais été trouvée. Leurs comptes bancaires n'ont jamais été consultés et leur voiture n'a jamais été localisée. Comme la rivière Blackwater traverse la ville, les autorités ont mené une recherche exhaustive de l'eau et de la campagne environnante, le tout en vain. Peu de temps après leur disparition, Interpol a été alerté et les registres des ferries ont été passés au peigne fin, à la recherche d'un signe de la voiture du couple ou de leur présence sur l'un des navires. Mais une fois de plus, cette piste était une impasse et aucun signe des Dwyers n'a été trouvé. Bien qu'il n'y ait eu aucune observation confirmée du couple depuis 1991, plusieurs témoins se sont manifestés dans les années suivant leur disparition, prétendant les avoir vus vivants et en bonne santé. Une femme locale pensait avoir vu le couple dans leur voiture, arrêté à un feu de circulation à Fermoy, juste peu de temps après que le couple ait été supposé avoir disparu. Il y a également eu différentes observations dans les villes de Dublin et Waterford. En 1993, l'affaire a été présentée dans un épisode de Crime Call, l'équivalent irlandais du programme Crime Watch du Royaume-Uni. Après avoir vu l'émission, une femme a signalé avoir vu le couple à l'aéroport de Lourdes en France en juin 1991. Elle a dit que l'homme semblait suspect parce qu'il portait un long trench coat et gardait constamment un œil attentif sur sa femme pendant qu'il allait chercher un journal.
Elle a pensé qu'il semblait inquiet que la femme parle à quelqu'un d'autre pendant qu'elle était assise et attendait son retour. Elle a dit que lorsque l'homme est revenu vers sa femme, il lui a dit quelque chose et ils sont tous les deux partis. Le témoin a affirmé que le couple avait tous deux des accents irlandais. À l'époque, elle ignorait que le couple était porté disparu et n'a donc pas signalé l'observation plus tôt. Elle a s'ajouté qu'elle a été interrogée plus tard par les autorités avec l'une des sœurs de Sheila et que apparemment les vêtements qu'elle a décrits correspondaient aux vêtements qui manquèrent de la maison, probablement les vêtements que le couple portait lorsqu'ils ont disparu, car aucun autre vêtement n'a été signalé comme manquant de la maison. Une autre observation intéressante a eu lieu la même année, en 1993, lorsqu'un témoin se souvient avoir vu le couple à l'aéroport de Munich. Cette conversation était particulièrement intéressante pour le gardien. Avant sa disparition, Connor travaillait pour un homme d'affaires allemand. Cependant, ni le département de police de Bavière ni Interpol n'ont pu confirmer cette observation. Un autre détail flou dans l'affaire du couple était de savoir si Connor travaillait ou non pour Fritz Wolf au moment de sa disparition ou s'il avait arrêté, peut-être parce que Wolf était rentré en Allemagne. Si Connor était toujours employé par Wolf lorsqu'il a disparu, pourquoi Wolf n'a-t-il pas signalé la disparition de son chauffeur ? En l'an 2000, de nouvelles informations ont conduit les autorités à fouiller une carrière de show à environ 45 minutes de Fermoy. Cependant, cette recherche n'a donné aucun nouveau résultat. L'un des aspects les plus curieux de l'affaire est qu'elle est enveloppée de rumeurs et d'ouï-dire. Les utilisateurs du forum Reddit ont remarqué la réticence de leur famille à discuter de l'affaire, tandis que les accusations vont de Connor qui orchestre un complot de meurtre-suicide à l'homme de 63 ans impliqué accidentellement dans une entreprise de trafic de drogue. Un murmure particulièrement intéressant implique que Connor a disparu pendant plusieurs années dans les années 80. On ne sait pas où cette rumeur a commencé et on ne sait pas pourquoi il est parti ou revenu si la rumeur est vraie. Il a également été spéculé que le couple a mis fin à leur vie ensemble dans un pacte de suicide. Cette théorie est apparue parce que le frère de Connor a mentionné qu'il avait souffert de dépression auparavant. Si Connor a vraiment disparu au cours des 10 dernières années, ses problèmes de santé mentale ont peut-être aussi contribué à sa disparition. Une théorie dans l'affaire postule que la disparition du couple est liée à la disparition de William Billy Fennessy, qui a disparu de Fermoy presque exactement 1 an auparavant. William était d'un âge similaire et sa voiture manquait également. Cependant, son corps et sa voiture ont tous deux été retirés de la rivière Blackwater en 2013. La théorie qui semble la plus probable est que le couple a subi le même sort tragique que William Fennessy, mais leurs véhicules et leur corps n'ont tout simplement pas encore été trouvés. Le fils le plus franc du couple, Connor, a affirmé dans une interview de 2008 que ses parents n'avaient pas d'ennemis et n'étaient pas détestés. Ils étaient amicaux et respectables et bien connus dans la communauté. Il a également noté sa conviction qu'ils étaient toujours en vie, mais a ajouté « Le fait de ne pas savoir vous empêche de dormir la nuit ». Je me demande ce qui leur passait par la tête. Il existe un manque d'informations étranges et inexpliquées. C'est un cauchemar vivant. Il y a eu très peu de mises à jour dans l'affaire du couple ces dernières années. Il n'y a jamais eu de suspect ou de théorie annoncée au public et les autorités ont déclaré leur conviction que le véhicule du couple est probablement la clé de l'affaire. Jusqu'à présent, la disparition de Sheila et Connor Dwyer reste non résolue. Si vous avez des informations sur la disparition des Dwyer, vous pouvez contacter le Fermoy Garda au 02582 100 8210 Mary Boyle. Si vous êtes un spectateur irlandais, vous connaissez probablement le nom de Mary Boyle. Le cas de la petite fille de 6 ans disparue est non seulement controversé, mais aussi extrêmement tragique. Ces dernières années, Mary a été surnommée la Madeleine McCann irlandaise. Sa disparition est l'affaire d'enfants disparus la plus longue de la République d'Irlande. Née le 14 juin 1970, Mary Boyle était une petite fille vibrante et bavarde. Elle avait un frère aîné, Paddy, et une sœur jumelle, Anne. Mary et Anne étaient apparemment inséparables, Mary étant la plus audacieuse des deux. Bien qu'originairement née à Birmingham, la jeune fille a déménagé avec sa famille à Ballyshannon en Irlande au début des années 70. Mary a été vue pour la dernière fois vers 15h30 le 18 mars 1977.
Elle jouait avec ses cousins et frères et sœurs près de la ferme rurale de ses grands-parents que la famille visitait depuis la Saint-Patrick le 17e. En jouant, la petite fille de 6 ans a vu son oncle partir avec une échelle qu'il rendait à un voisin et elle a décidé de l'accompagner. Cependant, son voyage a été interrompu lorsque les deux sont tombés sur un grand marais. Déçue, Mary est rentrée chez elle. Le voyage n'aurait pas dû durer plus de 5 minutes, mais la petite fille n'est jamais rentrée chez elle. L'oncle de Mary est resté à la ferme du voisin pendant environ 30 minutes, engagé dans une conversation avec les occupants. Pendant ce temps, sa famille a commencé à chercher la petite fille de 6 ans, fouillant la région locale et interrogeant les passants. Dans un article du journal Irish Independent, un pêcheur a signalé avoir vu Mary être enlevée par quelqu'un dans une coccinelle Volkswagen rouge. Cependant, ce témoin a apparemment clarifié sa déclaration dans un podcast de la British Broadcasting Corporation en affirmant qu'il n'avait pas vu Mary être emmenée mais qu'il avait vu un véhicule rouge suspect dans la région à ce moment-là. Lorsque la Garda est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement agi, drainant les marais de la région dans une tentative de découvrir son corps. Le lac derrière la maison des grands-parents de Mary a également été vidé et les autorités ont filmé une reconstitution de ses derniers mouvements connus en utilisant sa sœur jumelle, Anne. Une célèbre star de la musique country irlandaise nommée Margot O'Donnell, qui était une amie et une parente éloignée de la famille, a eu vent de l'affaire et a financé les recherches de Mary sur la colline environnante en vendant de la nouvelle musique. Des recherches ont été régulièrement effectuées depuis 1977, mais jusqu'à présent, Mary n'a jamais été localisée. Le cas de Mary est extrêmement controversé. Il y a des détails flous, des rapports contradictoires et des allégations de corruption qui l'entourent. Il est largement cru qu'un politicien empêche les forces de l'ordre de détenir et d'interroger un suspect principal dans l'affaire. Ainsi, cela n'a jamais été résolu. L'une des voix les plus fortes soutenant cette croyance est celle d'une journaliste de droite nommée Gemma O'Doherty. O'Doherty est une journaliste déterminée qui non seulement a écrit sur l'affaire dans des publications, mais a également créé un documentaire sur la disparition appelé Mary Boyle, la vérité inédite. Le documentaire est disponible à regarder sur YouTube, bien que O'Doherty elle-même ait été bannie de la plateforme en 2019 pour avoir enfreint à plusieurs reprises les politiques de YouTube contre les discours de haine. O'Doherty est largement considérée comme un personnage controversé elle-même. Elle est connue pour être une anti-vaxxeur, raciste avec des croyances anti-lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer+. Selon les rapports, son éthique de collecte de nouvelles a déjà été remise en question. Cela dit, sa théorie concernant le cas de Mary ne peut pas être entièrement discréditée car il y a plusieurs preuves soutenant la corruption et une dissimulation. Dans son documentaire, Gemma suggère la théorie que Mary a été sexuellement abusée et assassinée. Sa sœur, Anne, et plusieurs autres membres de la famille ont publiquement affirmé qu'ils savent ce qui est arrivé à la petite filleule de 6 ans et ils savent qui est le coupable. Anne soutient la théorie d'O'Doherty et dit que le coupable est toujours en vie et vit toujours dans le pays. Dans le documentaire, on peut entendre Anne dire « Je crois que Mary avait un secret. Je crois que Mary a dû être tuée pour l'empêcher de parler. » Cependant, cette affirmation n'est pas sans coup. Anne ne parle plus à sa mère et la famille Boyle est largement divisée à cause de leurs croyances divergentes. En 2016, la mère des jumeaux, également appelée Anne, a qualifié les appels de « la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue de ma vie ». Margot O'Donnell se souvient avoir demandé au politicien, celui qui aurait arrêté l'interview avec le suspect principal, s'il avait fait une telle chose. Le politicien a nié toute implication et a traité Margot de menteuse effrontée. Le suspect initial a été libéré sans accusation et ne semble jamais avoir été nommé dans aucun rapport de journal. Selon O'Doherty, le politicien était non seulement ami avec le suspect, mais entretenait également une bonne relation avec le surintendant en charge de l'affaire. Un sergent détective nommé Aidan Murray a également confirmé qu'il était proche d'une confession du suspect principal lorsqu'un officier supérieur lui a ordonné de se retenir. Murray a ajouté qu'il avait également assisté à l'appel entre le politicien et les forces de l'ordre qui ont instruit le gardien de ne pas interroger davantage le suspect. Le politicien qui est intervenu dans l'affaire Mary Boyle serait un homme nommé Sean McEniff, qui est décédé en 2017. De son vivant, McEniff était supposément entouré d'accusations d'abus sexuels et de manipulation.
L'oncle de Mary, Jerry Gallagher, aurait travaillé pour lui. Beaucoup pensent que Jerry Gallagher est responsable de la disparition de sa nièce. Anne Boyle n'a jamais directement accusé son oncle, mais les détectives de salon ont fait le rapprochement. Selon le documentaire d'O'Doherty, Gallagher a fait des déclarations contradictoires au fil des ans et n'a apparemment même pas admis que Mary était avec lui lorsqu'elle a initialement disparu. Le documentaire n'est pas sans ses critiques, même de la part de ceux qui y ont joué, mais il donne aux spectateurs des informations convaincantes. Même si aucun politicien n'était impliqué, il semble que les efforts des forces de l'ordre pour trouver le meurtrier d'une petite fille de 6 ans étaient gravement insuffisants. Les autres suspects dans l'affaire de Mary sont rares et espacés. En 2014, un homme nommé Brian McCann, qui avait été emprisonné pendant 2 ans pour plusieurs délits sexuels quelques années auparavant, a été interrogé mais a ensuite été relâché sans accusation. Il a publiquement nié toute implication dans la disparition de la fillette de 6 ans. Un autre homme qui a été considéré comme suspect pendant un certain temps était le tristement célèbre tueur en série et pédophile écossais Robert Black. On pensait qu'il était impliqué lorsque les autorités ont découvert qu'il était un chauffeur de camion transfrontalier qui, dans le cadre de son travail, visitait souvent ce même comté d'où Mary avait disparu. Il était même connu pour avoir été dans la région au moment de sa disparition. Un témoin a même affirmé avoir entendu des pleurs provenant de l'arrière de sa camionnette qui était garée à l'extérieur d'un pub dans le village d'Anagri. Cependant, il a depuis été écarté en tant que suspect. Selon le Gardien, le cas de Mary n'est pas classé, bien que la famille ait peu de foi en la justice et ne croit pas qu'ils verront jamais la justice. En 2018, une manifestation silencieuse a eu lieu devant le bureau du médecin légiste dans la ville de Stranola. Les participants visaient à forcer le médecin légiste à ouvrir une enquête sur la disparition de Mary, permettant pour la première fois d'interroger des témoins clés sur le registre public. Les manifestants ont également remis une pétition avec 10 000 signatures exigeant qu'une enquête soit menée. Cela ne semble toutefois pas avoir réussi. Il y a des allégations que la mère de Mary a constamment nié toute enquête sur la disparition de la petite fille de 6 ans. Il y a beaucoup de théories dans le cas de Mary. La plupart croient que Jerry Gallagher était impliqué et que la théorie de la dissimulation d'O'Doherty est véridique. D'autres ont souligné les actions suspectes de la mère de Mary et suggéré que les parents ont aidé à dissimuler le crime d'une certaine manière. Il a également été postulé que la fillette de 6 ans a été impliquée dans un accident, mais que personne ne voulait l'admettre, ou que peut-être Mary n'a même jamais quitté le cottage, suggérant qu'elle a été tuée à la maison. Le père de Mary est décédé dans un accident de pêche en 2005. Le reste de la famille reste divisé par leurs opinions sur ce qui est de vraiment arrivé à la petite fille. À ce jour, son cas reste toujours non résolu. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour accéder à du contenu en coulisses et avoir la chance de voir votre ville natale présentée dans un prochain épisode de Cold Case. Merci d'avoir regardé, restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.